La nouvelle carte administrative est désormais officielle. Ensemble, nous découvrirons le découpage administratif du Mali. La série de la semaine nous plonge dans l'histoire et les souvenirs de notre pays. La prison de Taoudéni, toute l'histoire derrière, c'est tout de suite dans l'épisode 1 de la série inédite. La Guinée-Conakry retrouve sa place au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous en saurons davantage au cours de cette édition. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Le patronat malien et ses partenaires ont organisé une rencontre ce 25 septembre afin de partager et de discuter sur les conclusions des travaux du projet de renforcement et de rationalisation de l'écosystème des affaires au Mali et dans la sous-région. Djeneba Samaki. Le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, dans le cadre de l'élaboration de son plan d'action pour la mandature 2022-2027, avait constitué 5 groupes de travail chargés de faire un diagnostic et de proposer des solutions sur des domaines économiques tels que l'énergie, les infrastructures, les ressources humaines, entre autres. Conclusion de ces groupes de travail a été déposée sur la table du gouvernement et nous sommes maintenant dans une action de plaidoyer pour faire avancer cet agenda. À l'issue de ces étapes, le CNPM a jugé nécessaire de procéder au même exercice avec ses partenaires techniques et financiers afin de recueillir leurs avis et suggestions pour améliorer le travail du bureau du CNPM. Parallèlement, le CNPM, conformément à sa vision stratégique de faire du secteur privé le moteur d'un développement socio-économique durable, a formulé le projet pour l'innovation et l'accélération de la transformation des entreprises au Mali, PIAT. Le projet PIAT est un élément important de notre démarche et un modèle de partenariat que nous souhaitons multiplier et pérenniser. Les conclusions et les recommandations du PAT seront utiles que si le CNPM et les acteurs étatiques, d'un commun accord, décident de mettre en œuvre de manière pragmatique les recommandations. Donc, le groupe de la Banque mondiale vous encourage donc dans ce sens. L'objectif général de ce projet est de renforcer et de rationaliser l'écosystème des affaires ainsi que de contribuer à faire des PME des leaders sur leur segment d'activité au Mali et dans la sous-région. Le nouveau découpage administratif est désormais opérationnel. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets des nouvelles circonscriptions administratives ont tous été nommés selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Paul Yapinguesson. Cette nouvelle réorganisation territoriale, rendue opérationnelle ce lundi 23 septembre 2024, permettra, selon les autorités, de rapprocher l'administration des administrés. Aussi, elle vise à diminuer le nombre de déplacés et réfugiés et faciliter le retour progressif des personnes déplacées du fait de l'insécurité, toujours selon les autorités. L'opérationnalisation de ce nouveau découpage des territoires est une nécessité pour le Mali. Le premier défi pour moi est un défi de maillage territorial. Il s'agit du renforcement de la politique de déconcentration dans la mesure où on fera en sorte que les territoires soient mieux représentés par des représentants de l'État. Maintenant, le second défi est un défi sécuritaire. Il faudra tout faire pour que des localités où l'État n'est pas aussi représenté, il y a des représentants de l'État, des agents de sécurité, des camps, des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. Il faut également renforcer les effectifs des forces de sécurité et de défense pour que au moins l'État puisse être visible dans toutes les localités du Mali. Lancé depuis 11 ans, le nouveau découpage administratif et territorial divise le Mali en 19 régions, un district, 159 SEC, 474 arrondissements, 815 communes et 12 641 villages, fractions ou quartiers. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets de nouvelles circonscriptions administratives ont été tous nommés. Une approche stratégique des autorités de la transition pour assurer la présence de l'État partout sur le territoire national du Mali.
Place à notre série de la semaine. Pour nombre de Maliens, le nom de Taoudeni résonne encore comme un cauchemar. C'est là où le régime de Moussa Traoré avait fait construire la pire prison de l'époque. Dans une série que nous consacrons aux histoires anciennes dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance, le premier épisode parle de cette prison. Un reportage de Soumaïla Fani. Située à 900 km au nord de Tombouctou, Taoudeni est l'une des régions les plus chaudes de la planète. Une température qui s'élève jusqu'à 50 degrés Celsius, Taoudeni se trouve au cœur du Sahara et est exposée à un ensoleillement complet tout au long de l'année. C'est là où le régime de Moussa Traoré avait fait construire la pire prison au Mali, juste après son accession au pouvoir en 1968. À l'époque, il y avait cette notion de l'éducation citoyenne et de la correction individuelle. Ce qui a permis effectivement dans les années 68-69 de créer cette prison qui en fait avait pour objet de corriger les indélicats. Et effectivement, il y avait la mine de sel-gemme de Taoudeni, ce qui faisait penser à l'époque à l'État que ce serait une possibilité d'utiliser les prisonniers pour la production du sel-gemme. Moussa Traoré voulant garder le pouvoir, il était avec une première équipe dont Joseph Mara, qui était le ministre de la Justice. Ils ont décidé d'ouvrir un bagne le plus loin possible, parce que Kidal même paraissait être vide. Donc on a imaginé les salines de Taoudeni. C'est là qu'il fallait créer quelque chose pour éloigner. Pas de communication, pas de possibilité de s'échapper, pas de possibilité de quoi que ce soit. Si tu es à Taoudeni, tu es à Taoudeni. C'est terminé pour toi jusqu'à ce qu'on décide. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le bagne de Taoudeni. Dans cette prison, où tous les opposants au régime de Moussa Traoré y étaient détenus, il était inutile de penser à s'échapper. Le désert et le climat étaient déjà le meilleur des filets pour y retenir tous ceux qui pouvaient imaginer un instant se faire la belle. C'est là où il fait le plus chaud au Mali, c'est là où il fait le plus froid au Mali. Les deux pôles. Il n'y a pas âme qui vive. Il n'y a que des dunes et des roches. Au-delà de ces facteurs naturels difficiles, les conditions de détention dans cette prison étaient jugées inhumaines, au point que beaucoup de ces pensionnaires n'ont pu survivre, à l'image de l'ancien ministre de la Défense Kissima Dunkara en 1983. Franchement, il y avait un certain Niantao qu'on nous a dit très violent, qui avait des consignes lui aussi de la part du gouvernement, qui lui disait que les anciens militaires, notamment les collègues de Moussa Traoré qui ont fait le coup d'État avec lui, ça c'était les gens qui ont beaucoup souffert et certains de la société civile qui se sont montrés effectivement réfractaires au mode de gouvernance de l'époque. Je fais allusion à feu Victor Sy. Voilà, c'est des gens qui, dans leur récit, ont montré que le traitement était pratiquement inhumain. Donc la torture était un des éléments. Le travail forcé était un des éléments. L'eau salée et le riz qu'ils mangeaient là-bas leur a donné la majorité, leur nourriture leur a donné le béri-béri. Ventre gonflé. Je me rappelle d'une chose, c'est que quand il y a eu le procès de Joseph Mara, Alassane Bey était le procureur de la République. Au jugement, il a dit ceci à Joseph Mara. Il lui a dit, quand on vous a demandé de ne pas ouvrir le bagne de Taoudeni, que c'est criminel, nous, humains, magistrats, on ne peut pas ouvrir un bagne comme ça dans ces lieux-là, vous avez dit non. Aujourd'hui, alors malheureusement pour vous, nous partons au sud et vous allez au nord. Ça, c'est l'anecdote de la création de Taoudeni. En novembre 1988, la prison est fermée et les 240 prisonniers politiques qui s'y trouvaient à l'époque ont été libérés. En 2016, à la suite des accords d'Alger, Taoudeni a été érigée 9e région administrative du pays, faisant d'elle la plus vaste et la moins peuplée des régions. En bref, 3 forains ont été tués lors d'une attaque des hommes armés dans le cercle de Bankas le lundi dernier. Selon des sources locales, ils quittaient Goumoussagu pour la foire de Djalassagou quand les assaillants ont ouvert le feu sur eux. La zone est sous contrôle des forces armées maliennes, rapportent les mêmes sources. Direction le Sénégal, le gouvernement a annoncé dans un communiqué du 23 septembre la publication d'un rapport exhaustif sur l'état de la situation du pays, établissant les résultats du diagnostic national tant attendu. Aminata Djibagati. Dans son communiqué, le gouvernement sénégalais a souligné l'importance de ce diagnostic national.
Ce long processus désormais achevé a permis de mettre en lumière la situation de référence du Sénégal, d'en analyser les conséquences et de définir les mesures correctives pour redresser et stabiliser la situation, peut-on lire. Par respect de ses engagements envers le peuple sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye poursuit sa démarche de transparence et de responsabilité. Après avoir chargé le Premier ministre de superviser un travail de diagnostic approfondi sur la situation du pays, le président vise à élaborer un nouveau cadre de référence économique Sénégal 2050-Agenda national de transformation. Le processus désormais achevé a permis de relever la situation actuelle du Sénégal, d'en analyser les conséquences et d'identifier les mesures correctives nécessaires pour redresser la stabilité économique nationale. Le gouvernement souhaite aujourd'hui partager les résultats de ce travail avec l'ensemble des citoyens. Ce plan stratégique porté par le président Faye ambitionne de transformer durablement l'économie sénégalaise et de bâtir un pays souverain, juste et prospère. Le lancement officiel est donc prévu pour le lundi 7 octobre 2024. La Guinée retrouve sa place au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans un communiqué daté du mercredi 25 septembre, l'institution a annoncé la levée totale de la suspension qui visait la République de Guinée à la suite du coup d'État de septembre 2021 mené par le général Mamadi Doumbouya, Aminata Keïta. La Guinée retrouve sa place au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Le communiqué de l'OIF précise, je cite, bien qu'ayant relevé la nécessité pour la Guinée de poursuivre ses efforts sur le volet des droits et des libertés, le Conseil permanent de la francophonie a décidé d'exprimer sa solidarité avec ce pays membre en levant totalement sa suspension prononcée en 2021. Fin de citation. La décision a été prise mardi lors d'une session extraordinaire du Conseil permanent de la francophonie, présidée par la secrétaire générale de l'OIF, Louise Moussi-Kiwabo. Cette mesure permettra aux autorités de Conakry de participer pleinement au sommet de la francophonie prévu en France les 4 et 5 octobre prochains. Selon les médias français, sur les 88 États et gouvernements membres de l'OIF, les organisateurs ont déjà reçu 81 confirmations de présence de délégations étrangères, dont 51 au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Par contre, le Mali, le Burkina et le Niger, avec qui la France entretient des relations compliquées, restent suspendus des instances de la francophonie. Ils ne participeront pas au sommet. Par ailleurs, au Mali, le français a été relégué au statut de langue de travail. À noter que l'OIF a pour mission de promouvoir la langue française, dont le nombre de locuteurs dans le monde est estimé à 321 millions de personnes. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.